Bonjour Love Joyce. Bonjour Philippe. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci beaucoup de nous faire le plaisir de passer nous voir pendant ton séjour à Abidjan. C'est moi qui vous dis merci d'avoir accepté de me recevoir dans cet illustre podcast. Bon. Oui, il faut être dans un bunker pour pas avoir entendu parler de toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, moi, la façon de me présenter, ça varie. Ça varie en fonction de l'actualité ou en tout cas de mes interlocuteurs. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire Love Joyce à ma vie, citoyen du monde, parce que je porte sur mes épaules une histoire d'immigration particulière et donc forcément, je me suis impliqué dans la défense de l'immigration en Occident, dans les défis de l'intégration et de l'inclusion. Et donc, je me sens chez moi partout. Donc, tout à fait Abidjan comme Montréal et autres. Mais je suis d'origine togolaise. Je suis né au Togo, puis j'ai quitté le Togo, disons, en 2017. Je suis arrivé à Abidjan, États-Unis, Canada, etc. Donc, de ma profession, je suis consultant en communication de métier, une bonne vingtaine d'années à traîner ma bosse dans ce milieu médias, communication, etc., événementiel, culturel. Et ouais, je suis un cœur à prendre. Ah oui, d'accord. Ok, ça existe encore. Si, ça existe. Très bien. Avec toi, on va beaucoup parler d'immigration. C'est un sujet qui te tient à cœur. Pourquoi? Parce que avant de faire l'expérience moi-même, on avait tendance à commenter ce dont on parlait sur le sujet dans les médias, quand il y avait par exemple des embarcations de fortune qui échouaient sur les côtes italiennes et tout ça. On parlait d'immigration et puis on avait aussi tout ce que la diaspora, les gens qui venaient en vacances nous ramenaient sur le sujet, mais j'ai jamais pensé partir de chez moi. Moi, j'étais tellement impliqué, pour moi, il fallait faire bouger les lignes dans le pays où je vivais, le Togo en l'occurrence. Et puis, des contingences de la vie. Des fois, on fait des choix ou des fois, on prend des décisions qui peuvent amener à ce qu'on se pose la question sur son intégrité, si elle est garantie ou pas, et sur son épanouissement. Et donc, moi, je me suis retrouvé un peu dans cette situation où je ne me sentais plus en sécurité et que je me dis... Au Togo. Et qu'il fallait absolument que je quitte le territoire pour essayer de me préserver. Donc là, d'abord, j'arrive à Abidjan. Et puis d'Abidjan, je me dis, je ne peux pas retourner pour l'instant. J'arrive aux États-Unis et il y avait un président qui vient d'être élu qui s'appelle Donald Trump. Et lui, il a commencé à faire la chasse aux Haïtiens. Déjà, tous ceux qui sont un peu différents et l'immigration, c'était son sujet favori et tout. Et puis les gens ont découvert un chemin qui leur permettait de rentrer au Canada. Fameux chemin Roxham. Donc j'ai pris mon sac à dos, je les ai rejoints. Donc à partir de cette expérience-là, forcément ayant vécu l'immigration maintenant de l'intérieur, avec les raisons de départ, avec les conditions et tout ça, je me suis dit, tiens, ça devient un sujet sur lequel je peux intervenir, essayer de raconter comment ça se passe de l'intérieur vraiment et puis d'expliquer aux gens. D'accord. Parle-nous un peu de ce fameux chemin Roxham. Qu'est-ce que c'est? Roxham. Oui. Le chemin Roxham, c'est un petit bout de terre entre les États-Unis et le Canada, tout juste à la frontière, qu'utilisent les riverains. Vous savez, les gens vivent sur les frontières, donc eux, ils ne vont pas faire les formalités avant d'aller dans l'autre pays. Avant qu'il y ait une frontière, c'était le même territoire qui appartenait aux Autochtones. Donc ce chemin-là existe, qui est utilisé par les riverains. Et en 2016, Donald Trump, on va en parler beaucoup, Donald Trump décide qu'il signe un acte, le Muslim Ban Act. Oui, dans lequel il interdit à certains pays musulmans d'avoir des visas pour aller aux États-Unis. C'est ça. Et donc, à l'époque, il y avait certains qui étaient sur le territoire, qui devaient quitter le territoire, et ils ont trouvé ce chemin. Et dans le lot de gens, de Syriens et de Yéménites qui ont voulu traverser, il y avait un Ghanéen. Et lui, il avait eu tellement froid qu'il a perdu tous ses doigts. Et c'est là que le chemin est devenu un peu plus célèbre. Et donc, en 2017, quand le même Donald Trump revient pour dire, bon, après le séisme en Haïti en 2010, Barack Obama avait donné un statut temporaire aux Haïtiens qui sont restés sur le territoire depuis 2010. Et puis en 2017, Donald Trump dit, ça y est, c'est assez, il faut partir. Et on a commencé à aller chercher les gens pour les renvoyer en Haïti. Et donc, les gens ont commencé à passer par ce chemin qui était devenu célèbre à cause de ce pauvre monsieur ghanéen qui a perdu ses doigts. Et donc, c'est dans la foulée que moi, je les ai rejoints parce que ça débouche sur le Québec, qui est la seule province francophone en Amérique du Nord.
Et moi, j'arrivais... Le chemin débouche sur Québec. Sur Québec, c'est dans la province du Québec, à Saint-Bernard-de-la-Colle. Donc, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi rester aux États-Unis avec un chef d'État qui ne veut pas accueillir les gens, alors que le Premier ministre Justin Trudeau, à l'époque, lui, il avait fait un tweet à cause de toute la chasse aux Haïtiens qui était organisée aux États-Unis. Il a fait un tweet qui disait « Tous ceux qui sont persécutés à travers le monde, le Canada est une terre d'accueil pour vous. Nous serons heureux de vous accueillir. » Donc, voilà. En 5 ans, plus de 100 000 personnes sont passées par là, dont moi. Et donc, ce chemin est devenu célèbre justement à cause de ces vagues qui sont passées par là, mais surtout parce qu'en fin 2022, début 2023, avec les élections provinciales au Québec, il y a eu beaucoup de polémiques médiatiques et politiques sur le sujet, au point où le Premier ministre canadien était obligé, lors de la visite du président Biden, de signer un accord mettant fin à l'utilisation, à l'exploitation de ce chemin. Et moi, j'avais sorti mon livre « Je n'ai pas choisi de partir » qui raconte cette expérience parce que moi, quand j'arrive là-bas et que je dis bah, « Tiens, il se passe un truc particulier », je commence à prendre des notes pour moi parce que je ne savais pas dans quoi est-ce que je m'engageais et puis je regardais un peu comment ça se passait. C'était complètement... Quand j'arrive donc avec la cohorte dont je faisais partie, on arrive au chemin Roxham, je me rends compte qu'il se passe des choses. On a été parqués dans des entrepôts de la douane canadienne. Donc le matin, on était un peu dans la cour avec des trucs pour no trespassing, pour nous enfermer dans une espèce d'enclos. Et puis le soir, quand les entrepôts arrêtaient de travailler, et s'il pleuvait, on nous permettait d'aller dormir dans les entrepôts. Sinon, c'était à la Belle Étoile et tout ça. Et puis, pour moi, c'était une expérience particulière. Je dis non. Ça, c'est quoi? C'est ce que le Canada avait prévu pour vous accueillir, ça? Le Canada n'avait rien prévu. Ils ont été complètement submergés. C'est-à-dire que quand le tweet est sorti, il y a eu plein d'appels sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de gens quittaient beaucoup d'États des États-Unis pour tous se retrouver à New York. Et quand on arrivait à la gare de New York, on prenait, comment on appelle ça? On prenait un autobus qui allait à Montréal. Le dernier arrêt, c'était une ville pas loin du chemin Roxham qui s'appelle Plattsburgh. Et donc, quand vous n'aviez pas le visa, le passeport américain ou le passeport canadien, vous ne pouvez pas passer par les entrées régulières, mais vous descendez à Plattsburgh et il y avait plein de taxis qui nous amenaient à la frontière, au petit bout de chemin dont je parlais tantôt. Et tout ça, pour moi, c'était épique. Imaginez que, oui, j'ai quand même... Est-ce qu'aux États-Unis, tu étais en règle? Oui, j'avais mon visa. J'avais un visa, mais je n'avais pas de titre de séjour. Mais tu n'avais pas un visa de travail? Non, pas du tout. Visa touriste. Donc, tu étais encore dans ta période de visa touriste? C'est ça. Et j'avais commencé à faire des démarches pour faire la demande d'asile aux États-Unis. Et après, j'ai choisi de suivre la vague des Haïtiens. C'est un peu bizarre. J'ai fait un rêve où je traversais une frontière avec des gens qui étaient en uniforme blanc. Moi, je n'avais rien compris. Et j'ai un ami qui, lui, il est passé par l'aéroport Montréal. Il avait son visa touriste et il a fait la demande d'asile. Et quand lui, il a été hébergé, c'est là que lui, il apprend que les gens traversent un petit chemin par les États-Unis. Et il m'appelle, il me dit « Ah non, il y a un chemin, ne reste pas aux États-Unis, le Canada accueille les gens, moi on m'a logé, blablabla et tout ça. » Et puis j'ai dit « Ah tiens, c'est intéressant parce que Montréal, on parle français et moi, du haut de ma trentaine et plus, j'arrive en immigration, il faut quand même que je commence à travailler et que je m'intègre plus facilement. » Oui, je pouvais parler anglais, mais entre l'accent et puis la facilité de l'utilisation de la langue et trouver du travail en bonne et due forme, avec les compétences que j'avais quand même, je me dis non, ça va être plus facile au Québec. Et c'est quand je fais la recherche que je vois justement que les gendarmes de la gendarmerie royale canadienne étaient habillés de blanc. J'ai dit, allez, je vais pas zailler comme on dit à Abidjan ici. J'ai dit non, j'y vais. Et puis quand j'arrive là-bas et puis je commence à prendre des notes et tout ça, parce que moi je tenais un blog. Et j'ai dit, c'est un sujet de blog, pour raconter ça un peu, c'est quoi l'immigration de l'intérieur. Mais du blog, c'est devenu un livre. Parce que entre la portion où on arrive, on fait l'expérience du chemin Roxham, il y a la portion de l'intégration. Okay, on arrive sur un territoire, on devient un demandeur d'asile. Qu'est-ce que ça prend? Ça mange quoi? Ça fait quoi et où? Et là, moi, je commence à chercher du bénévolat pour commencer à m'impliquer. Donc, je raconte tout ça dans mon livre. Et la polémique autour du chemin Roxham a fait que j'ai été invité sur plusieurs plateaux, télé, dans plusieurs radios aussi, au Canada en général, pour en parler. Tout le monde parlait de ce fameux chemin Roxham qui était devenu une polémique, on disait partout. Et puis moi, quelques mois avant, en septembre 2022, moi j'avais sorti mon livre. Et
je fais de la com, donc j'ai écrit à plusieurs médias, dont Radio-Canada, qui a fait un reportage, qui m'ont ramené au chômeur Roxham pour parler du livre. Ah oui. Je n'étais pas retourné depuis tout ce temps-là, c'était difficile. Je suis retourné après avec une organisation communautaire qui m'avait invité à faire un discours à la frontière parce que quand on a fermé, on a fait une manifestation pour ouvrir. En fait, ce que les gens ne comprenaient pas, je bavarde beaucoup. Non, c'est intéressant. Ce que les gens ne comprenaient pas, c'est qu'à partir du moment où le chômeur Roxham est ouvert, les Canadiens ont installé les infrastructures pour accueillir les gens, prendre les empreintes, s'assurer que tout le monde était correct, qu'il n'y avait pas de criminels qui étaient recherchés par Interpol et tout ça. Donc, il y avait les formalités de demande d'asile qui se passaient là-bas. Beaucoup de gens qui étaient en Amérique latine ont pris la route. Il y a beaucoup de reportages, même sur France 24, qui parlent de ce phénomène-là. Il y en a qui ont voyagé pendant 1 an, 2 ans, depuis le Brésil, les pays de l'Amérique latine. Il y en a qui ont quitté le Nigeria, sont allés d'abord en Amérique latine et ils ont pris le chemin. Il y en a qui sont passés par la forêt, qui sont morts. Des femmes enceintes sur le trajet, mais un drame humanitaire. Et quand ils arrivent à New York, il y en a qui n'ont plus rien. Et le maire de la ville de New York, comme les gens ne voulaient pas rester aux États-Unis, il donnait des tickets d'autobus aux gens pour aller à Plattsburgh. Grosse polémique au Québec. Comment ça se fait que les Américains nous envoient tous les réfugiés, on ne va pas accueillir la misère du monde, nanana. Et les gens arrivaient à cette frontière-là, et puis ils étaient accueillis. On leur demandait pourquoi ils venaient, ils demandaient tous l'asile. Parce que si vous ne demandiez pas l'asile, vous passez aux entrées régulières. Donc on demandait l'asile, on enregistrait les numéros, on donnait un papier d'identité, et puis après on prenait rendez-vous avec des commissaires pour évaluer la demande d'asile. D'accord. Donc, en fait, le motif d'entrer de manière irrégulière, c'était l'asile. C'était l'asile. Et même, moi, j'ai fait des interventions, j'ai dit, mais si vous n'avez pas de fondement d'asile et que vous passez par là, vous allez être rejeté au bout du processus. Et le processus peut prendre 10 ans. Ça y est, le premier rendez-vous, ça peut prendre 2 ans, parce qu'il y a une liste d'attente, il n'y a pas beaucoup d'agents de l'administration publique qui travaillent sur le dossier. Donc là, vous avez un permis de travail, vous vous installez, vous avez une vie. Au bout de 2 ans, vous rencontrez le commissaire qui vous dit « mais votre demande d'asile, elle n'est pas correcte. Je ne vais pas vous accepter. » Et là, vous allez faire appel. Vous faites appel, ça prend un autre 2-3 ans. Et si l'appel est encore rejeté, là, vous prenez un avocat qui demande à ce qu'on vous accepte comme réfugié ou comme résident permanent pour des raisons humanitaires. Et c'est là qu'on évoque que vous avez travaillé, que vous avez payé des impôts, que vous êtes impliqué dans votre quartier et des gens. Mais si le commissaire prend la décision de vous renvoyer, vous avez perdu comme 10 ans comme ça. Et vous devez retourner. Donc moi je dis, oui c'est vrai, on parle tous de partir en Occident, partir au Canada, mais le chômeur Roxham c'est pour les demandeurs d'asile. Et ça, il faut véritablement l'intégrer. Mais après, il y a eu plein de choses. Seulement 40% sont acceptés. Donc aujourd'hui, le chemin Roxham existe toujours pour les demandeurs d'asile? Non, il est fermé. Ah! Il a été fermé, et donc je disais qu'on avait fait une marche de protestation où on m'avait invité à parler, mais il est fermé parce que le Premier ministre a cédé donc, à cette pression politique et médiatique. Et maintenant, Trump retourne en élection. Il n'a pas de programme, il n'a pas de vision. Tout ce qu'il dit, chasser tout le monde. On va chasser tous les immigrants, on va chasser tous les immigrés. Il y en a qui sont ici, ils mangent les chats des gens, ils mangent les chiens des gens, on va tous les chasser. En ce moment, le Canada et le Québec ont été obligés de déployer des gens tout au long de la frontière pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres entrées par le chemin. Entre le Québec et les États-Unis, c'est 893 km de frontière. Terrestre. Des gens essayés par le fleuve, des gens essayés par la forêt. Pendant l'hiver, il y en a qui essayent. Et donc, les riverains sont excédés. Et il y a même un truc qui se passe, c'est le chemin inverse. Le Mexique, les États-Unis et le Canada n'ont pas de visa. Enfin, le Mexique a un visa avec... Non, le Canada n'a pas de visa pour les Mexicains. Je reprends. Le Canada n'a pas de visa pour les Mexicains. Mais les Mexicains ne veulent pas rester au Canada. Pourquoi? Le rêve américain. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'avion, ils arrivent à Montréal et ils repassent pour rentrer aux États-Unis. Et donc, les Américains en arrêtent tout le temps. Il y a des patrouilles. Les Canadiens aussi font des patrouilles. Là, en ce moment, la semaine dernière, il était question d'acheter des drones pour surveiller la frontière à cause de
l'arrivée au pouvoir, le retour au pouvoir de Donald Trump. Donc le chemin est fermé, mais il y a tellement de chemins. Là, je ne parle même pas des autres provinces entre les États-Unis et le Canada. Enfin, jusqu'en Ontario, partout, le Canada et les États-Unis sont des frères siamois. Donald Trump disait même que le Canada est le grand État, le 51e grand État des États-Unis. C'est presque ça, parfois, dans certains sujets. Ouais. Alors, tu as dit que tu es parti. Si c'était à refaire, est-ce que tu repartirais? Oui. Oui, parce que moi, je suis parti pour les bonnes raisons. Moi, j'ai 3 filles. Je suis un papa gâteau. Si je suis arrivé au point où je dis, mes enfants, vous allez rester ici, je vais partir parce qu'il faudrait que je sois là pour vous demain, c'est parce que je n'avais pas le choix. C'est pour ça que le titre de mon livre, c'est « Je n'ai pas choisi de partir ». Parce que moi, je suis tellement investi au Togo dans plein de sujets que j'avais rien à faire à l'étranger. J'aurais pu voyager, visiter comme tout le monde, mais même ça, j'ai dit, tout cet argent-là, aller faire la queue pour le visa, payer des billets d'avion, aller là-bas, juste parce que pour dire je suis allé à New York, moi, je ne fais pas ça. J'ai besoin de mon argent pour investir dans mes activités, acheter du matériel, faire ceci, faire cela et tout. Donc moi, j'ai été contraint à partir. Si je me retrouve dans les mêmes conditions, je partirai encore. L'être humain, de toute façon, de nature, on est des migrants. Quand ça ne va pas sur un territoire, on cherche là où on trouve son épanouissement, on trouve à travailler, on trouve à manger. Et puis, il y a différentes raisons qui nous poussent souvent à partir. Maintenant, est-ce que je choisirai à nouveau le chemin Roxham? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que les États-Unis, c'est bien, mais pour 100 millions d'habitants, il y a 300 millions d'armes qui circulent, avec la légalité constitutionnelle de l'utiliser. Ce qui m'a convaincu, c'est qu'un soir où j'étais encore dans la réflexion pour passer au Canada, et puis j'étais chez ma tante qui me disait « Non, ne fais pas ça, tu ne sais pas où tu vas. » Elle était aux larmes pratiquement. « On va trouver une solution ici et tout. » Et là, je descends les poubelles. Et là, je vois des jeunes qui sont là, ils sont en train de boire une bière. Ils me disent « Hey, viens boire une bière avec nous et tout. » Je dis « Ouais, pourquoi pas ?» Donc là, je dis « Je vais pratiquer mon anglais et tout. » Sauf qu'on était à peu près 5 ou 6. Eux tous, ils avaient un flingue dans leur jogging, Philippe. On est dans le Maryland, je te dis pas, on n'est pas dans le Bronx là. Mais tous les jeunes là, ils étaient là. Et tu vois un peu là-bas. Est-ce qu'il y a le port d'armes à Washington d'ici? Dans le Maryland, les Américains ont le droit de porter. C'est par État, c'est pas tous les États. Est-ce qu'à Washington d'ici, on a le droit au port Washington, je ne sais pas. Mais dans le Maryland, en tout cas, les jeunes là. Le Maryland est dans Washington, non? Non, Maryland, c'est un État à part. Ok, d'accord. Je croyais que c'était dans Washington d'ici. Ah, ok. Washington, je ne sais pas, peut-être parce que c'est la ville capitale, je ne sais pas. Non, mais quoi. pour le coup, ce n'est pas dans tous les États. C'est pas dans tous les États où il y a le port d'armes aux États-Unis. Il y a des États qui ne sont pas pour. Qui ne sont pas pour. En tout cas, les jeunes là que j'ai. En tout cas, là où toi tu avais, ils avaient des armes. J'ai dit oui. Mais en même temps, vous savez, on peut dire port d'armes interdit, mais ça circule tellement que beaucoup vont les avoir parce que ça se vend comme des petits pains. Mais moi, ça m'a choqué. Parce que, à ce moment, tu ne savais pas qu'il y avait le port d'armes aux États-Unis? Je savais que les États-Unis, il y avait toutes les histoires qu'on entendait avec la police, avec des gens, avec les gangs et tout ça. Le fait de le voir comme ça, dans une... Ils t'ont menacé? Non, même pas. C'est juste que c'était normal pour eux. C'est comme tu mets ton téléphone dans ta poche, en fait. Et là, j'ai dit, OK. Et en plus, quelques jours avant, on a appris qu'un jeune était rentré dans une école primaire ou une école primaire ou un collège. Il a tiré sur tout le monde juste parce que, voilà, Call of Duty. J'ai dit, bon, ça fait peur, ça. Ça fait vraiment peur. Et moi, quand je suis arrivé à la frontière, j'ai discuté avec quelques agents de sécurité. Et puis, je disais que l'une des raisons qui m'ont poussé à venir ici, on était encore à la frontière, c'est parce que j'avais eu peur des armes là-bas. Et ils m'ont dit, c'est très réglementé au Canada. Encore la semaine dernière, ils ont encore sorti une liste d'armes qui sont prohibées. Il paraît que quand tu as le permis de port d'armes et que tu dois les faire nettoyer, tu as une partie de ton arme qui est dans le coffre, une autre qui est dans la boîte à gants fermée. Tu appelles la police, tu dis je quitte un point A pour aller à un point B pour aller nettoyer mon arme. Et ils peuvent t'arrêter en chemin pour s'assurer que tu as respecté les consignes. Donc ça, c'est au Canada? Au Canada. Mais bon, il y a quand même du banditisme. On ne peut pas tout régler. Donc c'est ça. Donc toi, le port d'armes a contribué à te faire avoir peur des États-Unis? Disons la liberté d'utiliser les armes et puis la facilité de s'en procurer. Ça m'a beaucoup fait peur par rapport aux États-Unis. C'est une société très violente, hein. Il faut le dire. Oui, il y a le hip-hop et tout ça, il y a toute la pop, les stars et tout le cinéma, mais c'est une société violente.
Et dans l'idée, même quand on entend le discours des gens, ça fait peur. Ça fait vraiment, vraiment peur. Pas aux Mexicains, en tout cas. Non, et pas à beaucoup de gens, parce que tout le monde rêve de gagner en dollars. Mais la dernière fois, j'étais là, puis j'ai dit, mais eux, ils organisent une loterie Visa. C'est-à-dire que l'État américain a convainc les gens que si vous voulez venir ici, mais tentez votre chance. Je trouve ça violent par rapport à nos pays de départ. C'est-à-dire que vous compétissez, vous tentez votre chance pour avoir un visa pour aller. Ils ont mis le truc tellement haut que ça fait rêver, mais en réalité, sur le terrain, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens ont étudié, sont allés aux États-Unis, mais quand ils parlent parce qu'ils ont un accent différent des Noirs américains, ils sont regardés bizarrement. Mais c'est de l'anglais, mais l'anglais. La grande majorité des gens que je connais aux États-Unis s'en sortent pourtant bien financièrement. La très grande majorité. S'en sortir financièrement. Beaucoup mieux que. Qu'en France? Ah oui, beaucoup mieux. Et même qu'au Canada. Ouais. J'ai l'habitude de dire que la diaspora états-unienne est la diaspora la plus riche. Je ne vois pas une partie de la diaspora africaine dans le monde, peut-être que toi qui as voyagé, tu pourras me dire, qui est plus nantie que la diaspora africaine des États-Unis. Mais ça dépend des éléments de comparaison. Le confort. Mais c'est beaucoup de crédit. Oui, mais dans la société occidentale, est-ce qu'au Canada, on ne prend pas de crédit? On prend de crédit aussi, mais c'est-à-dire qu'on va arriver aux États-Unis, les gens vont acheter des grandes maisons, on va penser que c'est du crédit. Oui. Et ça se rembourse, et des fois, difficilement. L'autre chose aussi, c'est que la qualité de vie. La qualité de vie, vous savez, il n'y a pas... Nous, au Québec, on a l'assurance maladie. OK. Aux États-Unis, si tu arrives à l'hôpital et que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'assurance privée, on ne te soigne pas. On ne te touche même pas. Et à l'Obamacare? L'Obamacare, c'est une daube. OK. Bon, mais parce que ça fonctionne pas. Il y a un système pour les plus pauvres. Pour les plus pauvres, mais encore, ils sont obligés de toujours avoir une assurance privée, sinon ils ne s'en sortent pas. Ça, c'est un. Donc, ce que toi, tu aimes au Canada, c'est le côté social. Il y a un côté social. Est-ce que c'est ce que tu aimes? Parce que moi, je questionne ça chez les gens qui vont mendier, pour qu'on les soigne, Parce que quand tu arrives dans une société comme le Canada, ou dans laquelle il y a beaucoup de travail, oui. Faut travailler. Oui, il faut travailler. Pour te prendre en charge. Il faut travailler. Pourquoi être content du fait que si tu es malade, on va te soigner gratuitement? Mais parce qu'on est une société. Quand on décide de faire société ensemble, c'est qu'on se renforce ensemble. On mais crée des conditions pour que tout le monde puisse... Pourquoi tu veux faire partie de ceux qu'on aide et pas de ceux qui aident les autres? Non, mais qui aide qui aux États-Unis? Ceux qu'on aide, on ne les aide pas from nowhere. Ce sont leurs contributions. Payer les impôts. Au Québec, nous, on paye le Québec. On paye les impôts au Québec, on paye les impôts au fédéral, au Canada. Et donc, après, il y a beaucoup d'impôts au Canada. Ouais. Tout ça contribue à créer des conditions où les plus vulnérables sont protégés. Et c'est pour ça qu'on fait société. On ne fait pas société pour que les gens se tirent les uns sur les autres, pour se dépasser les uns par rapport aux autres. C'est ça la mentalité américaine. Tu es contre le port d'armes? Contre le port d'armes, ça c'est sûr. Mais c'est que la mentalité américaine, c'est que voilà, j'arrive et il faut que j'ai le truc le plus gros que mon voisin. Et des fois, les Canadiens sont influencés. Hein. Il y a ce qu'on appelle au Québec le voisin gonflable. C'est-à-dire que c'est ton voisin, quand il fait une piscine, tu dois faire une piscine. Quand il achète une SUV plus grosse, tu dois acheter la plus grosse. Donc c'est cette espèce de compétition entre les humains que je trouve que ça n'a pas de place en société. Maintenant, on est tous... Et pourtant, ce modèle a fait de la société la plus riche du monde. C'est toujours une question de perspective. Aujourd'hui, par exemple, la Chine est véritablement la plus grande puissance du monde. Mais économique, mais la Chine pas par habitant. Oh. Bah, ils ont plus d'1 milliard. Ça dépend. Revenus à l'habitant, les États-Unis sont devant. Ça dépend de quels médias on écoute et de la lecture qu'on veut poser. Dans toutes les lectures possibles. Il faut faire le tri. Hein. Vous savez, l'Occident va toujours mettre dans les masses médias les informations qui les arrangent. Je suis d'accord. Aujourd'hui, par exemple, la Chine est très en avance sur l'intelligence artificielle. Oui, on est d'accord. C'est ce que les Américains font. Quand eux, ils découvrent enfin, après 6 mois ou 3 ans, ce que les Chinois ont déjà exploité, ils prennent et disent nouveauté. Oui. Ils font un gros talk show et puis ils disent nouveauté, c'est déjà loin en Chine. Oui, mais ça n'empêche pas que les États-Unis sont, j'ai bien dit, à l'habitant, plus riches que la Chine. Les États-Unis, ce sont les chiffres que 200 eux, millions. Ils donnent. Non, mais faisons un calcul simple. Oui. Si tu prends la richesse générée par la Chine, la richesse générée par les États-Unis, en Chine, tu as 1,4 milliard.
Oui. de personnes à qui tu dois repartir cette richesse. Oui. Aux États-Unis, tu as 200 millions. Il n'y a pas photo entre les deux. Et il n'y a pas de répartition de cette richesse aux États-Unis. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit La revenu moitié à des deux. l'habitant. Oui. Statistiquement, revenu à l'habitant, quand tu prends le PIB des États-Unis, qui reste encore supérieur à celui de la Chine pour le Oui. moment, et que tu le divises à l'habitant, le revenu est supérieur aux États-Unis. Mais ça ne rentre pas à dans la les Chine. poches de l'habitant, justement, c'est ce que je dis. Non, mais c'est un calcul, c'est une Oui. unité de mesure. C'est une unité de Et donc, mesure. c'est une unité de mesure qui n'est pas, qui ne change pas la vie du citoyen qui paie les impôts. C'est-à-dire qu'eux, ils vont dire, oui, d'accord, on divise, donc ça donne tant à tant, mais lui, il n'a pas ça dans sa poche. Il doit prendre crédit, il doit prendre des assurances. Donc, ça revient à ce que je disais, tu aimes le côté social du Canada. C'est pour ça qu'on fait société, Philippe. Si on se met ensemble, si on ne peut pas s'entraider, et si on doit compétir l'un contre l'autre, à quoi ça sert? C'est quoi l'humanité au final? L'humanité, c'est de dire l'autre est mon semblable. Et que donc, si ensemble on crée de la richesse, on fait une répartition qui permet à ce que tout le monde puisse en sortir. Mais si c'est une répartition qui fait que c'est seulement les 1% des riches qui s'en sortent et qui font... Mais les beaucoup États-Unis, de c'est un bêtises. pays qui crée beaucoup de riches aussi. Beaucoup, beaucoup plus que le Canada. Oui, Donc, ça veut dire que chaque année, les États-Unis créent davantage de riches. c'est la lecture politique qu'ils imposent au monde. Et déjà, il faut considérer que les gens ne sont pas riches si on ne les compte pas en milliards de dollars. Ça, c'est, je dis, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis se sont assis. Tu n'aimes pas les riches? Si, j'aime les riches, j'aimerais devenir riche moi-même. Moi, mon modèle, c'est Salomon. Ok, C'est donc oui. Salomon. Hein? C'est Même la quelqu'un de dernière cool. fois, j'avais une réflexion, elle disait, et toi, tu dis que Salomon est ton modèle, tu veux avoir la richesse, tu veux avoir la sagesse de Salomon, et les 1000 femmes, tu les laisses à Ah qui? oui, c'est ça. Donc, 300 femmes, 700 concubines. c'est ça. Mais véritablement, les riches, c'est bien. Mais les riches qui permettent à ce que la société soit plus inclusive et qu'elle permette à tout le monde de pouvoir s'en sortir. Parce que tout le monde n'est pas capable d'être, je ne sais pas, Elon Musk ou Jeff Bezos, avoir l'idée du siècle et puis Oui, partir un mais business le modèle qui fonctionne. américain, c'est un modèle individuel. Oui. C'est un modèle dans lequel les gens doivent se prendre en charge. Et c'est pour ça que les Américains n'aiment pas l'idée de « je paye pour toi Oui. ». Eux, dans leur conception, tu doit te battre pour pouvoir t'en sortir toi-même. Oui. Pas Et ils font question pire. pas question que on vienne t'aider, ainsi de suite. On peut ne pas être d'accord avec ça, Oui, je comprends. dans une certaine mesure. Mais l'autre modèle, dans le tout social, dans Oui. lequel des gens quittent, parce que ça, il faut qu'on en parle aussi, Oui. des gens quittent l'Afrique Mhm. vers des destinations parfaitement inconnues, dans les pays du froid et de la poutine, comme le Canada, parce qu'ils pensent que là-bas, ils vont avoir des aides. Est-ce que ça, c'est à encourager? Non, je ne pense pas Parce qu'il faut que... qu'on se dise la vérité, beaucoup de personnes immigrent parce qu'ils espèrent qu'ils vont arriver dans des pays dans lesquels on va les aider. Et d'ailleurs, c'est le discours que certaines personnes de la diaspora tiennent vis-à-vis des frères et sœurs qui sont restés au pays. Ici, quand tu es malade, tu ne payes pas. C'est ce qu'on dit aux gens. Ici, tu envoies tes enfants à l'école, tu ne payes pas. Ici, tout ce qu'on met en avant, c'est le côté gratuité que le système te donne. Donc, du coup, on ne dit pas aux gens, ici, j'étais au Canada il y a quelques semaines, tous mes potes, tous, ont 2 boulots. Oui. On ne dit pas ça. Tu le vois, il a une grosse maison, il a une grosse Tesla. Mais le gars, il a 2 boulots, il travaille tout le temps. Oui. Et ça, on ne dit pas ça. On te dit juste qu'ici, si tu as donc... Et ça crée donc une illusion chez beaucoup de migrants que l'Occident, c'est le paradis. Moi, je ne suis pas de la diaspora. Là, on va faire un statement là-dessus. Je refuse le terme de la diaspora. Je pense même que les gens de la diaspora, dans la définition même du terme, c'est une communauté qui vit à l'extérieur du pays et qui a une influence socio-politique et économique sur le territoire de départ. C'est pas ce qu'on fait. On est des Africains de l'étranger. Et donc, ces gens qui racontent ça, ils disent c'est gratuit, c'est faux. Si tu ne payes pas ta taxe scolaire, quand tu achètes une maison, tu payes la taxe scolaire. Chaque année, tu payes la taxe scolaire. Ça veut dire que tu as des enfants qui vont à l'école ou pas, tu payes la taxe scolaire parce que tu as une maison dans le quartier. Donc, c'est pas gratuit. Et on te prélève des impôts. Au Québec, tu payes les impôts, tu payes la TPS, TVQ, tu payes 2 fois sur chaque facture. On contribue, ce n'est pas gratuit. L'idée est juste qu'on prélève sur ceux qui gagnent beaucoup. Même quand vous gagnez un peu, on prélève un peu. Et ça permet de créer des conditions de vie normales pour chacun de vous. Le gouvernement québécois finance les banques alimentaires pour qu'il y ait sécurité alimentaire. Vous ne gagnez pas assez, vous n'avez pas assez pour pouvoir acheter à manger. Il y a des banques alimentaires où vous allez vous inscrire et à 5-10 $, vous avez des paniers. Donc, il y a toute cette idée de contribution qui est la base de la société. Maintenant, ce que les Américains, eux, ils font... Tu es socialiste? Je ne sais même pas.
ce que ça veut dire exactement. Ok. Mais je pense que sans la connotation négative qui va avec. Non, c'est un courant idéologique. Oui, mais socialiste, oui, ou communiste. Communiste, si vous voulez. Mais ce que je crois, c'est que. Et tu veux devenir riche? L'entraide, c'est important. Oui. Moi, je crois à l'entraide. Je crois au partage. Je ne crois pas à la possession individuelle pour dire oui, j'ai, mais l'autre n'a rien à côté et puis je m'en fous. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, mon idée, c'est ça. Mais là, après, travailler fort, travailler plus pour gagner plus, pour ne pas citer un président français qui dit ça, c'est important. Tu veux acheter une Tesla? Oui, ben prends-toi un deuxième boulot. Moi, je voulais financer la sortie de mes bouquins parce que les maisons d'édition ont refusé, mais j'ai fait de l'entretien ménager. Et le jour de la dédicace, ma patronne était là, et puis quelqu'un me dit « Ah, vous en sortez bien, même si vous êtes passé par le chômeur Oxfam, vous avez un bon boulot sûrement parce que vous parlez bien. » Je dis « Oui, ma patronne est là. » Mais elle ne sait pas que quand je quitte le travail à 17h, à 19h, je vais nettoyer dans les bureaux d'une compagnie à Saint-Bruno, à 20 minutes de chez moi. Je rentre à 2h du matin. Parce qu'à un moment donné, oui, effectivement, tu veux gagner plus, mais quand tu gagnes plus, effectivement, tu payes plus. Moi, parce que mes enfants n'étaient pas là, j'avais un niveau de revenu où on me taxait 52% de mon salaire. Je ne m'en plains pas. Mais alors, ceux qui disent « partez, allez ailleurs parce que c'est gratuit », c'est faux. Ceux qui disent que tout est rose là-bas, c'est faux. On les connaît, hein, qui font beaucoup de crédits, qui vont faire 3 mois avec 2 boulots, courir à gauche et à droite, travailler au noir pour venir jouer le boucantier ici en Afrique. Et ça, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer parce que ça contribue au discours où nos sociétés africaines ne sont pas capables de créer l'épanouissement de leurs enfants. Et donc, aujourd'hui... Mais est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que les gens sont épanouis en Afrique? Les Africains veulent tous partir. Moi, j'ai souvent dit, si on faisait free visa, nos pays vont se vider. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais d'où ça vient? Le marketing? Non, ça vient de la colonisation. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient chez eux, ils sont arrivés, ils disent tout ce que vous faites ici, là, ça ne vaut rien. On va vous montrer comment on crée une société, comment on organise un État. On va vous montrer comment on vit. Votre civilisation, elle ne vaut rien. Moi, dans ma langue maternelle, être civilisé, ça se dit se laver le visage. La violence de l'expression. C'est-à-dire quand on dit que tu es civilisé, genre tu manges, tu t'habilles comme le blanc, tu manges avec des fourchettes, on dit au konkoumé. C'est-à-dire que ton visage est propre. Tu n'es pas sale. Je trouve ça violent. Et donc, on a gardé cette idée-là où, comme on construit nos sociétés sur l'exemple de ce qui vient de l'Occident, ben celui qui quitte le village en disant « Ah tiens, je vais quitter le village, je ne sais pas, dans le fin fond de Boaké pour venir à Abidjan parce qu'Abidjan est zoo. » Quand il arrive à Abidjan, il entend parler de Paris, il dit « Mais Abidjan, c'est le modèle de Paris. Bon, autant aller à Paris. » Donc, il y a cette dialectique-là qui fait qu'on continue de penser que c'est toujours mieux en Occident. Mais si on se concentrait sur nos territoires, si on mettait en place des conditions pour que la jeunesse... Mais pourquoi on ne met pas ces conditions? Parce que à l'état actuel, quand un jeune se dit « Bon, je suis à Abidjan, j'ai du mal à trouver un travail convenable par rapport à mon niveau d'études. » En France, on dit que le SMIC, c'est 1 300 €. Il calcule, il convertit, il voit 800 000. Il dit, ça, c'est le salaire minimum. En tant que cadre, j'ai 2 000 € minimum. Enfin, je suis à 1,3 million. Il a envie de partir. Oui. Et ça, c'est Et ça, c'est pas la colonisation. C'est que quand il voit comment il vit ici, il se dit là-bas, c'est mieux. C'est toujours la colonisation, parce que nos gouvernements fonctionnent sur indication de l'ancien colon, et puis le modèle économique est complètement basé sur ça. Moi, quand j'entends les gens dire ici, on donne des notations à des États, ici, tout ça, je dis, bon, faut arrêter à un moment donné, parce que là, à des États qui ne sont pas capables de garantir la sécurité alimentaire pour la population, on parle encore de zones où il n'y a pas d'électricité et tout ça, puis vous êtes là dans les histoires de notation de je ne sais pas quoi, 7% du PIB qui a été... Ça, c'est pas la réalité. Ce sont les indicateurs à lesquels le monde fonctionne. L'Afrique doit se couper du monde. Non, l'Afrique... On doit créer nos propres indicateurs. Voilà, on doit créer nos propres indicateurs, on doit créer nos propres sociétés en fonction de nos réalités. On a subi... mais même les Chinois ont leur calendrier. Oui. Mais ils écoutent quand même le calendrier. Je suis d'accord, mais on peut faire ça. On peut faire ça. Les Chinois aujourd'hui... Il y a le nouvel an chinois, mais ils savent qu'aujourd'hui, on est le 13 décembre. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, les Chinois ont compris que quand on a commencé à implanter des entreprises chez eux, des usines chez eux, pour faire travailler la main-d'œuvre qui était malléable à merci là-bas aussi, eux, ils ont dit, OK, d'accord, on va voir comment on les accompagne. Aujourd'hui, ils ont tout récupéré, ils ont copié tous les brevets, ils sont en avant. Nous, on ne fait rien. Tout ce que nous, on fait,
On donne c'est la faute à qui? La faute aux Africains. Ah. C'est la faute aux Africains. Quand je dis Africains, je ne dis pas ceux qui sont complètement phagocytés par le modèle occidental et qui veulent l'implanter sans s'assurer que les conditions sont réunies. Mais c'est la faute aux Africains parce que nous, on donne nos matières premières pour la richesse de l'Occident. Et avant, pendant l'esclavage, c'est eux qui venaient par bateau venir nous chercher. Aujourd'hui, on y va, nous-mêmes. On est prêt à volontairement. Payer, volontairement, on est prêt à payer 3 fois plus cher, 10 fois plus cher le visa par un faiseur qui n'a aucun accès au consulat, mais qui dit je vais te faire un visa américain, un visa français, un visa canadien. On lui donne 4 millions pour partir de là-bas. On prend des embarcations, on traverse des déserts. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça, de nous? Ça nous dit qu'il y a un échec dans la responsabilité de nos dirigeants de prendre en compte... À faire rêver. À faire rêver. La jeunesse. À faire épanouir leur population. Il y a un échec. Moi, aujourd'hui, je dis oui, je suis citoyen canadien, mais je reste attaché à mon pays. L'un n'est pas... Mais mon discours différent ne me permet plus d'y aller. Et c'est dommage. Mais quel discours? Le discours de dire qu'il faut faire participer la jeunesse aux décisions politiques. C'est pas le cas? C'est pas le cas. Le président du Togo est jeune? Oui. Mais il est entouré de combien de jeunes? Et qui ont quelle influence? Qui font quoi? Moi, avant de partir, et ça, je vais faire une parenthèse là-dessus, en décembre 2015, juste à la veille du lancement de la campagne, moi, je travaillais à la présidence, comme conseiller en communication. Ah oui, d'accord. J'ai décidé tu étais du système? Non. J'étais un fonctionnaire. Enfin, pas un fonctionnaire, j'étais un consultant en communication. Tu travaillais pour la présidence. Donc, ton gagne-pain, tu le tenais du système. Alors, si tu dis que tu n'étais pas du système. Moi, j'appelle système les gens qui dirigent. Même que je peux te dire, sans trahir de secret, qu'on m'a engagé sur un projet, la mise en place d'une agence nationale d'information que je devais diriger. Et moi, j'ai dit, c'est un challenge professionnel, mais en même temps, je sais que si on coordonne la communication comme il faut, on est capable de régler des problèmes de société. Moi, la communication politique, c'est un dada que j'ai. Sauf qu'en 2-3 ans, il y a eu tellement d'histoires, ça n'a jamais été mis en place. Et puis, il y avait eu un forum Africa Best Practice où je suis allé, et puis on parlait beaucoup de la jeunesse. On dit la jeunesse africaine, 60%, moins de 18 ans, enfin, à 18 ans et 35 ans, etc., etc. Et je me retourne dans la salle, je dis, il n'y a pas de jeunes ici. Et là, je lève la main, je dis, mais et là, vous êtes là, vous avez tous plus de 40, 50 ans, vous parlez de la jeunesse, mais je ne vois pas de jeunes dans la salle. Et là, il y avait le professeur Kakonou Boukwa qui me dit, Love Jazz, toi, tu es là. Je dis, moi, j'ai bientôt 35 ans, hein, je ne suis pas jeune, je suis en train de sortir de la fourchette que vous énoncez. C'est ce qui se passe, c'est-à-dire que vous réfléchissez à la place des jeunes, de ce qu'il leur faut, et vous leur demandez pas leur avis. Et il me dit, et puis moi, je me suis dit, mais oui. À l'époque, il était encore ministre? Il était ministre de la prospective. Et je dis, mais oui, tu en parles, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, j'ai créé les rencontres solidaires. Je pense 10 jours après. Les rencontres solidaires pour le développement du Togo. J'ai invité les gens du secteur privé, le patronat et tout ça. J'ai invité le secteur public et le ministre Boukwa était là. Le secrétaire général de la présidence était là. Et j'ai invité les jeunes des écoles de formation, de la jeune chambre économique du Rotary, tout ça. Et j'ai dit, créons ce cadre-là des rencontres solidaires pour échanger. Les jeunes vont vous dire, oui, on a envie de faire ça. Oui, on a envie d'avoir ça dans nos sociétés. Et puis les gouvernants vont dire, ah non, nous, on doit construire des routes. Donc il faut former des gens qui travaillent sur les routes. Nous, on doit investir en agriculture pour garantir la sécurité alimentaire. Et il faut trouver des gens qui travaillent en agriculture. Et puis ensemble, on va commencer déjà à réformer tous les curriculums, les trajectoires de carrière pour pouvoir trouver des ressources pour nos pays. Censuré. Parce qu'on pense que je fais ça parce que je vise ministère de la Jeunesse. Oui, mais ça veut dire que tu es parti à cause d'une adversité. C'est normal que... Et quand j'ai refusé justement de prendre la carte du parti pour prendre un poste de ministre, si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Mais est-ce que tu penses la solution, c'est la fuite? C'est partir? Moi, j'avais besoin de partir. Parce que toutes les conditions vont être réunies avec toute la persécution qui est visible, invisible, pour que tu te dises, bon, tout le monde le fait, let's go. Je vais quand même aller rentrer dedans. Et les résistants, alors? Parce que dans nos pays, il y a toujours eu des gens qui, même au Togo, il y a toujours des opposants historiques, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec une manière de faire, qui l'expriment, qui prennent des risques. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, je me dis aussi, il faut peut-être que l'Afrique aussi ait ses résistants. C'est-à-dire que
les gens qui se battent pour leurs convictions jusqu'au bout. Parce que parfois, je trouve, hein, je ne me remets pas en question ton combat, mais parfois, je trouve que les gens qui pensent différemment ne sont pas prêts à payer le prix de leurs idées. Alors qu'ailleurs, ceux qu'on admire généralement, ce sont les gens qui étaient prêts à aller jusqu'à très loin pour le prix de leurs idées, et parfois ils ont gagné. Je suis absolument d'accord avec toi. Moi, je suis une mauvillette. À la différence que moi, ma démarche était contributive. Je n'étais pas dans le combat. Ok. Si j'étais dans le combat ou si j'avais été dans le combat, j'avais toutes les raisons de ne pas aller travailler à la présidence. Ok. Moi, mon père est syndicaliste. Il est sorti une fois à une manifestation, on a tiré sur lui. Il ne m'a pas parlé quand je lui ai dit que j'ai été recruté à la présidence. Parce que dans ma démarche, c'est, oui, plus on sera loin à se dire non, ça ne fonctionne pas, on ne pourra pas aller porter un discours de changement à l'intérieur même du système. Certains pensent qu'il faut être dans le système pour changer le système de l'intérieur. C'est ce que l'intérieur. j'avais cru. Et la dernière fois, j'ai croisé quelqu'un qui est un activiste politique. Je l'ai croisé à Abidjan par hasard et puis il me dit « Ah, tu pensais que tu allais rester là-bas, maintenant tu es à l'exil. Hein? » Et puis il me dit « Mais les gens là, ils n'aiment pas les gens intelligents. » Je dis « Non, il y a des gens intelligents là-bas. Ils ont juste fait leur choix parce que le pouvoir, les privilèges et tout ça. » Mais moi, je me dis, si j'ai l'opportunité que je ne suis pas allé chercher, on me demande, tiens, envoie ton CV, on cherche quelqu'un pour diriger la communication d'État. Je dis, je vais le faire. En tant que citoyen déjà, en tant que spécialiste de la communication, je sais ce qu'il faudra aller dire. Et donc moi, j'ai participé à des rencontres, à des discussions où je n'avais pas un discours militant, laudatif, là, pour dire, OK, oui, c'est bon. Moi. Sauf que quand ça arrive où il faut que je prenne une décision, soit effectivement, je me laissais corrompre, soit je devenais combattant. J'ai choisi de partir. Pas totalement, parce que mon livre dit je n'ai pas choisi de partir, mais c'est ça. On choisit toujours. On choisit toujours, à un moment donné, ouais. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle de ce sujet parce que c'est un sujet que tu maîtrises, le sujet de la migration. Les gens partent à la quête d'un bonheur qui bien souvent n'est pas celui qu'ils rencontrent quand ils y vont. Je suis convaincu qu'il est difficile de se sentir mieux ailleurs que chez soi. Absolument. Et le Canada peut être une belle terre d'accueil avec tout ce que ce pays-là propose comme opportunité. Il n'en demeure pas moins vrai que quand on est africain et qu'on arrive dans un pays aujourd'hui qui est, il faut le dire, baigné dans le wokisme, il y a des choses aussi qui... Bah oui, bien sûr. Ah oui, dans le Canada... On fera une autre émission sur le wokisme. Le Canada, c'est le fief du... Après les États-Unis, parce que bon, c'est toujours le bras droit des États-Unis. Non, tu n'es pas d'accord, le Canada, il n'y a pas de wokisme là-bas? En fait, ce dont je ne suis pas d'accord, c'est la lecture qu'on fait du wokisme. C'est une lecture, tu penses? C'est pas quelque chose de factuel? L'enseignement dans les écoles, aux enfants en bas âge, des notions de genre, ainsi de suite, c'est pas des réalités au Canada? Ça, c'est l'extrême du wokisme. Est-ce que c'est pas vulgariser cet extrême? C'est vulgarisé, voilà. Malheureusement. Mais de base, le wokisme, c'est une idéologie qui tend à réveiller les gens sur les réalités. Oui, non, mais comme beaucoup de principes, au départ, c'est bien. Et donc... Et c'est ça qu'il faut faire attention à l'influence des médias. Mais les médias sont remplis de woke. Non, les vrais woke qui sont dans les universités à réveiller la mentalité des gens sur l'histoire de certaines personnalités dont on a affublé les livres d'histoire de ces pays-là. Ils étaient esclavagistes, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Ces gens-là veulent transformer les mentalités. Ils ne sont pas dans les excès. Quelle est la transformation qu'on veut? Quand on nous dit que Victor Hugo était raciste à une époque où tout le monde, 99% de la population était raciste. Qu'est-ce qu'on veut changer avec ça? Ce qu'on veut changer on veut déboulonner sa statue? Non, on va déboulonner sa statue parce que si quelqu'un n'a pas contribué à une inclusion sociale et à la paix sociale et que cette personne a été une personne horrible, pourquoi le louer? Pourquoi louer cette personne? Et qu'est-ce que ça change après? Une fois qu'on a levé sa statue? Ce que ça change, c'est qu'on a une lecture plus réaliste de l'histoire. Okay. C'est-à-dire qu'on se rend compte, c'est comme on se rend compte que nous avons des personnalités, des héros comme ça dans notre histoire, qui en réalité n'étaient pas des gens comme ça. Mais comme ils avaient le pouvoir, oui, on a décidé de leur donner une... Oui, bien sûr, alors, ce qui arrive, c'est que justement... Mais je trouve que c'est pas un combat, pour moi, qui... Tous les combats méritent d'être menés, mais pour moi, c'est pas un combat majeur de se battre pour déboulonner des statues. Pourquoi pas? Mais je ne sais pas si ce soit le combat le plus important dont on a besoin. Le récit qui fait le socle d'une société, c'est super important. Le récit de ses héros, oui. C'est ça. Si le récit est biaisé... Tous les récits sont biaisés. Oui. L'histoire est toujours racontée par les vainqueurs. Et c'est pour ça que les woke existent. Pour ramener une certaine dose de vérité dans certains récits. Et ça, c'est le travail des woke. S'il se limitait à ça, ce serait une chose. Mais aujourd'hui, quand on parle du wokisme, et donc il y a les extrêmes. On est dans une propagande sexuelle dépravée. Il y a l'amalgame fait par les médias. Mais ce sont les woke qui ont les médias.
les anti-woke sont sur les médias. Ah bon? Et ils sont nombreux. Ils sont Lesquels? tout le temps en train de taper sur les gens. Comment il s'appelle Mathieu Bock-Côté qui a quitté Montréal pour aller s'installer en France, qui tape sur les woke tout le temps. Il a quitté. Oui, il a quitté. Voilà. Non, mais parce que Les justement. woke ont les médias. Non, justement, parce qu'on En Occident. on l'écoutait pas à Montréal. Il avait voilà. un discours très, très extrême. Et là, on lui déroule le tapis rouge. Sur quelle chaîne? Je pense qu'il est sur Canal, dans le groupe Canal. Ok, c'est possible, parce que Bolloré a des positions à droite. Oui. Très, très à droite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on commence à amalgamer tous les combats en le mettant dans le wokisme. Non, parce que ce sont les woke eux-mêmes qui ont voulu faire de la lutte des inégalités, qui ont voulu transformer la lutte des inégalités pour la contenir aux discriminations sexuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une propagande. Je suis persuadé que c'est la perception qu'on a voulu donner. Non, c'est une question. Après, il y a ça beaucoup... permet de les marginaliser, hein, tu sais. Non, mais il y a beaucoup. C'est ça le problème, justement, c'est que cette manière de faire le wokisme, au contraire, marginalise ces gens-là. Parce qu'on a le sentiment qu'on veut donner une ampleur beaucoup trop grande à un micro-phénomène. C'est-à-dire que quand tu prends une population comme des populations africaines, les questions d'homosexualité, de genre, ne se posent pas ici. C'est pas que. Et je pense que tu as grandi au Togo. Il n'y a pas d'homophobie au Togo. On ne fait pas la chasse aux homosexuels, ni au Togo, ni nulle part sur le continent. Dans aucune histoire africaine en plus. Et pourtant, tu vas voir que les premiers sujets maintenant que les Occidentaux mettent sur la table quand ils veulent parler de droits de l'homme en Afrique, c'est le droit des homosexuels. Oui. Et ça pose un problème. Quand on veut faire du business avec la Suède, et la Suède vous dit, si vous ne légalisez pas le mariage homosexuel, on ne fait plus tel projet avec vous. Comment hein? C'est de la manipulation. Et bien justement, c'est pour ça que je dis que ça pose un problème. Quand on est africain, qu'on a grandi dans les cultures dans lesquelles on a grandi, arriver dans un pays dans lequel on a le sentiment qu'on t'impose, parce qu'au Canada, en plus, à partir du moment où ça commence à être enseigné à l'école, ça devient très difficile de pouvoir... Moi, j'ai des amis qui gagnent très bien leur vie au Canada, mais vraiment, ils sont millionnaires en dollars, et ils me disaient qu'ils pensent partir à cause de ça. Toi qui as tes filles, je ne sais pas si elles t'ont rejoint ou si elles sont encore au pays. Ah, pas encore. Ben, quand elles te rejoindront, si elles le font, tu vas peut-être mieux sentir le sujet. Mais quand tu es un parent et que tu as l'impression d'être dépossédé de ton rôle de parent, tu fais comment? Je vais te raconter une anecdote. Il y a eu une polémique à Montréal. Une drag queen allait raconter des contes aux enfants à l'école. Grosse polémique. Pourquoi est-ce qu'on laisse entrer les drag queens dans les écoles? Le wokisme, l'amalgame, tout a été fait et tout. Mais j'ai dit, mais les drag queens, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une partie de la vidéo. C'est la personne est partie sur un plateau télé en parler, tout, j'ai envoyé à mes enfants. Parce que moi, je pense les préparer déjà. Parce que je sais que la lecture qu'on a sur les identités sexuelles en Afrique, elle est complètement différente de ce qui est au Canada. Et donc, moi, je veux les préparer à arriver au Canada. Parce que j'estime que chaque société a le droit de choisir ses codes de fonctionnement. Ce n'est pas à moi de dire, je viens maintenant vivre au Canada depuis 2017 et puis, non, vous m'arrêtez ça, les drag queens, les homosexuels et tout ça, je ne veux pas en entendre parler. Non, mais même les Canadiens sont contre, c'est ce qu'on ne dit pas. Non, les Canadiens, il y a des Canadiens c'est la politique de Justin Trudeau et de la gauche. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, beaucoup disent que c'est ce qui va leur faire perdre l'élection. Tout comme aux États-Unis, Biden, Kamala Harris ont été très fortement censurés à cause de cette thématique-là. Le vote noir, le vote hispanique, qui était historiquement des votes de gauche à cause justement des politiques migratoires, se sont retournés contre eux à cause de ces histoires-là. Les gens sont prêts à accepter beaucoup de choses, mais pas que tu viennes changer le sexe de leur enfant ou que tu viennes... qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans a à vouloir savoir que son sexe n'est peut-être pas le bon? Toi, tu es d'accord avec ça? Ce qui a changé le vote, ce n'est pas les histoires d'homosexualité ou autre. En fait, ce qu'on n'a pas expliqué dans les médias, c'est que les personnes les plus pauvres aux États-Unis sont souvent issues des minorités hispaniques et noires. Et donc, en faisant venir l'immigration sans contrôle, qu'est-ce qu'on fait? Les entreprises ont du cheap labor, c'est-à-dire de la main-d'œuvre qui coûte rien, moins cher, qui n'est pas syndiquée, qui n'a pas de droit, qui ne connaît pas les conditions, qui est prête à travailler. Ça, elle est sans papier, ça. Voilà, qui est prête à travailler dans n'importe quelle condition. Et donc, ça fait peur à ceux qui ont déjà traversé, mais qui ne sont pas encore riches
et qui risquent de perdre leur emploi ou de voir leurs droits bafoués parce qu'il y a trop de gens qui arrivent. Absolument. C'est pas l'analyse que je fais, mais bon. Oui, mais on a le droit d'avoir des analyses différentes, mais moi je pense pas que c'est ça pour ça. Mais moi j'ai regardé les élections, moi j'ai même... J'ai aussi regardé les élections. Oui, mais il faut regarder toutes les données. Pourquoi est-ce que ces votes-là ont changé à la frontière avec le Mexique? C'est justement à cause du cheap labor. Oh, il y a forcément une part, hein. Je ne dis pas que c'est un seul phénomène qui a fait que le vote change, mais je pense quand même que la poussée qui est faite dans les milieux libéraux américains à aller de plus en plus loin. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est le scandale. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de pays, je pense que ça c'est factuel, des pays qui étaient à l'avant-garde de tout ce qui était changement sexuel, comme la Suède ou l'Angleterre en Europe, ont rétropédalé. Aujourd'hui, en Suède, tu n'as plus le droit de faire des changements sexuels si tu es mineur. C'est interdit, c'est fini. J'espère bien. Parce au Canada, c'est toujours possible. À un moment donné, ça s'est exagéré. Au Canada, c'est toujours possible. Il y a beaucoup de militants qui sont en train de travailler pour que ça change. Mais ça reste possible. Mais au Canada, à 14 ans, tu peux aller changer de sexe sans l'accord de tes parents. Oui. Mais il faut comprendre... Tu comprends que quand tu es un parent africain, l'idée même de savoir que tu peux rentrer à la maison et que ton enfant te dise qu'il a changé de sexe parce qu'il est allé voir... moi, j'ai fait des vidéos dessus, hein, donc je me suis quand même documenté dessus. Oui. Tu vois des enfants de 14 ans qui vont dans un hôpital tout seuls, ils rencontrent un spécialiste, en 9 minutes, on décide qu'on leur donne des hormones. Absolument. 9 minutes. Oui. C'est scandaleux. C'est scandaleux, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, ce n'est pas la préoccupation principale des familles qui ont du mal à joindre leurs deux bouts. Donc, c'est un cliché de penser que les familles africaines, immigrées, mexicaines sont tellement choquées par cette histoire. Ils n'ont même pas fini de payer leur électricité et de payer leur traite de voiture que ce n'est pas le sexe ou la sexualité de l'autre qui les dérange. Par contre, c'est celle de leurs enfants. Oui, c'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une société où on tape sur les effets, c'est-à-dire les conséquences, mais on ne tape pas sur les causes. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté d'expression, on va laisser les Netflix de ce monde nous mettre l'homosexualité ou parce que les médias, les médias sont entre les mains des woke. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de dire il faut racheter les médias? Non, mais soit il faut ramener les médias dans le giron public ou avant de prendre une décision, il y a quand même un collège d'experts qui décide quelle est la bonne orientation. Ils vont te dire que c'est plus la liberté. Donc, on va te dire que c'est plus la liberté, justement. Donc, la liberté devient complètement extrême et il y a tout. Et donc, les jeunes sont influençables. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut les protéger. Et il faut les protéger. Mais comment on les protège? Pas en tapant sur les gens qui sont contre ou les gens qui disent que eux, c'est leur choix. Mais ça en empêchant que la mentalité... Non, mais le but, c'est pas que les gens ne disent pas que c'est leur choix. Le but, c'est l'amplification. Le problème, c'est l'amplification. Qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans, je repose la question, qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans, quand il va à l'école, au lieu d'apprendre à compter, à raisonner, à jouer, parce qu'à cet âge-là, on joue, qu'est-ce qu'il a à ce qu'on vient de lui mettre le trouble sur son sexe, à lui dire oui, tu n'as peut-être pas le bon, tu es peut-être pas dans le bon corps. Rien. Alors il faut que les États prennent leurs responsabilités. Oui. C'est ce qui arrive, par exemple. Ils sont dirigés par qui? Quand on prend par exemple ce qui est arrivé avec la colonisation, on va revenir là-dessus, je pense, à plusieurs reprises, c'est qu'avant, tu l'as dit tantôt, en Afrique, quand quelqu'un était efféminé ou quoi que ce soit, ce n'était pas un problème. Moi, dans ma communauté, on allait même plus loin. On estimait que cette personne-là était androgyne, donc était plus proche de la divinité, qui est nécessairement androgyne, puisque Dieu n'est pas un homme, il n'est pas une femme, il est les deux. Donc du coup, ces gens-là, on va les mettre dans les couvents. Vous allez à Neho pendant la cérémonie annuelle de la prise de la pierre sacrée qui détermine l'année. Il y a plein d'hommes qui sont maquillés, qui sont machins. Il y a même une cérémonie à un moment donné où les hommes se griment en femmes et les femmes se griment en hommes. Il y a comme une espèce de chose et puis ils vont tous à la mer. Et donc pour nous, c'est traditionnel. C'est-à-dire que la différence sexuelle n'a jamais posé un problème. Au contraire, on a même estimé que c'était de l'ordre même de presque divin. C'est pareil en Inde. Sauf que quand l'Église arrive, et il nous fait penser que toutes les traditions africaines, le vaudou, tout ça, c'est le diable. On nous dit toute la tolérance, tout le système d'éducation basé sur la tolérance, l'acceptation de la différence et tout là qu'on avait, ben on a commencé à classer ça en bien et en mal. Bien, c'est ce que le blanc nous a montré. Mal, c'est tout ce qui nous touche. Et aujourd'hui, quand le blanc même revient pour nous dire « Ah non, vous devez accepter les homosexuels », bah non. Vous nous avez dit que c'était mauvais. Mais en vrai, tous ceux qui disent aujourd'hui, non, les Woubi, c'est satanique, tout ça là, ils ne le disent pas en référence à leur propre code traditionnel. Ils le disent en référence au code imposé par la colonisation à la lecture que l'Église nous avait donné. Et l'Église, la même Église qui a interdit ça. Je ne sais pas s'il y a des... Il n'y a pas plus d'homosexuels ailleurs que dans l'Église. Je pense qu'il faut
c'est peut-être une extrême de dire que les homosexuels seraient des diables ou des démons. Il y a certainement forcément des extrêmes. Oui, il y a des extrêmes. Ce n'est pas le discours le plus courant, en tout cas en Afrique, parce que je tiens à ce qu'on dise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent ici. Et quand j'étais au Canada, malheureusement, j'ai reçu une invitation d'une radio canadienne, mais j'étais déjà parti, parce que j'ai fait Canada-États-Unis. Et j'ai promis que la prochaine fois que j'irai au Canada, je vais répondre à leur invitation, parce qu'ils voulaient m'entendre sur ces questions-là. Non, mais il est important que les gens sachent bien que cette manière de voir le monde, c'est pas partout qu'on voit le monde comme ça. Et quand on fait venir des gens, et qu'on s'appelle une terre d'immigration comme le Canada, on ne peut pas faire venir les gens et leur imposer une vision du monde en disant si tu veux vivre au Canada, si tu veux t'intégrer à la société canadienne, alors tu dois voir le monde comme ça. C'est une manière de s'appauvrir. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas d'accord avec l'extrême droite en France qui tend à dire que l'étranger est le problème. Non, pas du tout. En fait, c'est juste une incapacité à savoir gérer une nouvelle situation que l'on expose. Parce que quand tu continues de voir l'étranger comme un problème, tu es en train de montrer ta limite à pouvoir gérer le fait que tu aies d'autres personnes. Et le fait de faire venir des gens chez toi, c'est supposé t'apporter une richesse qui élargit ton spectre. C'est-à-dire que avant, par exemple, en France, on mangeait, je sais pas moi, la ratatouille. Et bien maintenant, on mange aussi le couscous. Exactement. Parce que le couscous nous vient de l'immigration maghrébine qu'on a prise. Et ça nous enrichit. Maintenant, on peut manger du couscous et en plus de la tagine. Et demain, on peut manger en plus une autre nourriture qui nous vient du Togo, qui nous vient et ça enrichit le spectre de ce que est devenu la France. Et pas de dire, ah non, ça, le couscous, c'est pas de chez nous, ça, c'est pas de chez nous. On va encore manger uniquement... Je terminerai en disant que les gens l'oublient, mais l'Europe, les Blancs, c'est 8% de la population mondiale. 8%. C'est même pas 10% de la population mondiale. Donc, mais ils ont 80% de la richesse et du pouvoir politique à l'international. Oui. Mais, et c'est pour ça qu'ils se battent, parce que l'ordre établi est en train de changer. Absolument. Ils ont construit des sociétés sur un contrat racial qui met les Caucasiens tout en haut de l'échelle et tout le reste en bas. Mais... alors, je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais tantôt. Oui, alors, il ne faut pas voir seulement la richesse qu'apporte l'immigration. Il faut voir les risques aussi pour les sociétés d'accueil. Je dis dans des conférences, l'intégration, ce n'est pas seulement du fait de celui qui arrive. Ce n'est pas celui qui arrive qui doit se conformer au code qu'il y a ici. Parce qu'il a une nature, il a une identité culturelle qui lui est propre. Quand il arrive surtout en âge de travailler, il ne va pas venir et puis il va devenir tout de suite le plus québécois des Québécois ou le plus canadien des Canadiens. Il vient quand même avec sa coloration et tout. Un bagage, oui. Un bagage. Mais sauf que là-bas aussi, eux, ils ont une société qui est connue, ils savent comment ça fonctionne et tout et tout. Et donc, quand ça vient désintégrer leur code, ça leur pose un problème. Donc, chacun doit s'assurer du juste milieu. Celui qui arrive doit s'intégrer sans lui-même se désintégrer. Ceux qui sont là doivent accueillir sans eux-mêmes se désintégrer. Pour des populations qui ont connu, par exemple, des clochers d'église avant... Les Américains font bien ça, non? Non, les Américains ne font pas bien ça du tout. Ah bon? Non, pas du tout. Je vois des gens qui sont fiers d'être à la fois américains et à la fois d'être d'origine irlandaise, d'être... je vois les Américains être très fiers d'être américains, être très fiers de leur origine aussi. Ils savent bien allier les deux. Et on ne reproche pas à quelqu'un de dire African-American. Ils mettent African avant même. Ça ne pose pas de problème là-bas. Sauf que, par exemple, le mot africain-américain ou noir-américain, pour moi, s'oppose à la citoyenneté normale qui est américain. Dans la mentalité américaine, les Américains, c'est les Blancs. Parce que les autres sont noirs-américains ou afro-américains ou africains-américains ou ils sont latino-américains. Américain tout court, c'est un Blanc qui vient d'Europe. Il n'y a pas les Irlando-américains, les Franco-américains. Non, il y a les Américains. Et tout juste après, il y a... Et même ceux qui étaient là-bas, les autochtones, eux, ils sont quoi? Amérindiens. C'est-à-dire que quelqu'un s'est trompé, il pensait qu'il allait en Inde, Christophe Colomb, il arrive là-bas. Il dit, ah, les gars, vous êtes des Indiens. Les gars disent, non, on n'est pas des Indiens. Il dit, non, mais vous êtes des Indiens. Vous allez être des Amérindiens. Et on ne les intègre pas parmi les Américains. C'est pareil au Canada. Au Canada, on dit... Il y a des autochtones. On dit les autochtones, mais puis on a commencé à les appeler les Premières Nations. Parce qu'on trouvait que le terme autochtone a tellement été utilisé dans des connotations négatives, on dit non, les Premières Nations. Pour supposer qu'eux, ils étaient là en premier. Mais ils ne sont pas Canadiens. Ils ne sont pas inclus dans les Canadiens. Tu vois l'idée? Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce vocabulaire-là. J'ai un livre là-dessus qui s'appelle « L'art de conjuguer à l'inclusif parfait ». Il y a ce vocabulaire qui va toujours venir décider un peu de où se situe le pouvoir, où se situent les privilèges. Et de plus en plus, on va parler de racisme systémique, c'est-à-dire qu'on a construit des sociétés dans lesquelles il y a un racisme induit
Et il y a des biais dans tout le fonctionnement. Mais pour revenir à la question d'intégration, c'est important aussi pour que les sociétés d'accueil ne se sentent pas désintégrées. C'est pour ça que on parle de relations interculturelles. Moi, quand j'ai commencé à parler d'immigration et tout ça, j'ai fait une formation au MIT en relations interculturelles pour les multinationales. C'est-à-dire que ce sont les Américains qui ont pensé le cours parce qu'ils avaient des entreprises multinationales. Donc, ils envoyaient des gens travailler dans des territoires où ils ne connaissaient rien. Donc, forcément, il y avait des enjeux de se comprendre. Par exemple, au Québec, appeler quelqu'un « Hey », c'est vraiment affectueux. Chez moi au Togo, tu appelles quelqu'un « Hey », tu lui as manqué de respect. Donc, il y a des relations interculturelles à créer. Le problème, en général, partout, c'est qu'il y a encore cette espèce de tiraillement vers une individualité qui est propre à soi et qui est forcément plus important pour soi que celui de l'autre et tout et tout. Et on est complètement perdu dans nos individualités. On n'arrive toujours pas à construire des êtres sociaux. C'est-à-dire des êtres qui disent, oui, j'ai mon identité, mon individualité, tout ça, mais dans le cas de la société, je dois apprendre à conjuguer avec l'autre. Et cette conjugaison-là, il faut à un moment donné le faire. Ça va arriver bientôt dans nos pays aussi. De toute façon, on copie tout ce qui se fait ailleurs. Il y a eu des vagues où on commence à dire, tel n'est pas vraiment togolais parce que ses parents ne sont pas... Et puis, ça crée des dissensions politiques. Et puis, dès que les médias s'en mêlent et le pouvoir politique s'en mêle. L'immigration, c'est une chance pour l'Afrique ou une malchance? Parce que derrière l'immigration, il y a une grosse fuite de cerveau. Des gens comme toi qui maintenant vont travailler pour le Canada, enrichir le Canada. Oui. Et l'Afrique se retrouve démunie de ses meilleurs talents. Tout à l'heure, on en a parlé un tout petit peu en début, mais aujourd'hui, l'immigration permet à ce que des pays attirent à eux les meilleures ressources, comme à l'époque de l'esclavage. Absolument. Sans avoir le discrédit de l'époque de l'esclavage. Parce qu'à l'époque de l'esclavage, c'était honteux. Ils investissent même plus dans les bateaux et les navires. Voilà. Aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu payes pour aller là-bas. Ouais. Donc, pour moi, c'est une grosse perte pour les pays africains. Comment on fait pour stopper ça? La première chose à faire, et c'est l'objet de la conférence, l'une des raisons de la conférence, c'est qu'en Afrique, on doit commencer à parler de l'émigration. C'est-à-dire qu'on dit immigration, mais c'est la perspective occidentale parce que c'est pour eux les gens qui rentrent dans leur territoire. Ils pensent même qu'il va y avoir un grand remplacement, qu'on cherche à les envahir. Donc, alors aujourd'hui, le mot immigration est devenu le mot qu'on utilise pour parler des départs des gens. Mais si on commence déjà à parler de l'émigration des jeunes africains, là, on va commencer à considérer qu'il y a des effets de cette immigration, la fuite de cerveau, et puis la déperdition de toutes nos structures, et puis la mentalité pro-coloniale qui ne change pas, même dans nos fonctionnements. Si quelqu'un va arriver de là-bas, on va trouver qu'il est meilleur que d'autres. Le médecin qui a été formé, je ne sais pas où, dans quelle université, dans un village de France, on va estimer qu'il est meilleur que le médecin d'ici. Mais ceux qui sont ici, ils ne pratiquent pas sur des animaux. Les livres ne sont même pas conçus ici. On est obligé de les importer. Donc, c'est les mêmes organes, c'est les mêmes affaires. Mais non, on a toujours cette lecture-là qui crée un privilège pour tout ce qui vient de l'Occident. Donc, l'immigration est un problème. Parce que nous, nos dirigeants, ils sont toujours là à demander de l'aide. Donc, il y a un phénomène, on a plus de 40 ans, mais on se considère comme jeunes. Nos États sont toujours en train de tendre la main. Alors qu'on a beaucoup de richesses, on a beaucoup de matières premières, il faut commencer à penser aux populations. Ce qui risque d'arriver, c'est que là, eux, ils veulent partir en guerre parce que ça va leur faire de l'argent. Mais s'ils ils partent en guerre, imagine, on commence, il y a une guerre mondiale. L'Afrique n'est pas concernée. Et les Français vont dire alors, on a besoin de quelques militaires, vous avez la nationalité française dès que vous vous engagez dans l'armée. Il se passe quoi à ton avis? C'est parce que les plus courageux s'en vont et les plus intelligents restent. J'espère bien. J'espère bien, mais parce que tu vas être lâché à Canada. On voit ça en Ukraine maintenant. Moi, j'ai déjà envisagé entrer dans l'armée américaine parce qu'au bout du processus, 3 semaines de formation et d'immersion, là, tu deviens américain tout de suite. Après, tu ne décides pas d'où est-ce qu'on t'envoie. On t'envoie. Si on t'envoie en Afghanistan ou je ne sais pas où, là, mais en tout cas, quand tu finis, tu fais le test et que tu es engagé, mais 3 semaines après, tu deviens américain et donc tes enfants aussi. J'ai déjà envisagé. Alors que moi, je ne suis pas un gars... Tu n'as pas le gabarit de... J'ai pas le gabarit, j'aime pas les armes, j'aime pas la guerre. En plus. J'aime pas la guerre. Mais je l'ai envisagé. Parce qu'on est dans un paradigme qui nous soumet absolument à l'Occident et il faut changer ça. Quel est le rôle de l'argent pour toi? On arrive à la fin. L'argent est un moyen. L'argent est juste un moyen parce que nous sommes dans des sociétés où le partage a été complètement aboli.
Dans les sociétés où il y avait le troc, tu avais besoin de manioc. Moi, j'ai du manioc, mais moi, j'ai besoin de ton riz. On fait un troc. C'est ça, vivre ensemble, pour moi. Et quand je dis souvent dans mes interventions, le vivre ensemble, le mot vivre ensemble comporte un tiret de trop pour moi. Parce qu'il faut qu'on apprenne à vivre comme des frères, sinon on va mourir comme des idiots, comme disait, je pense, Martin Luther King. Mais l'argent est juste un moyen. À une certaine époque en Afrique, quand on a commencé à décider d'un moyen d'échange, c'était des cauris. Et l'argent, c'est du papier. Mais on décide de lui octroyer une valeur. Oui, on lui octroie une valeur. Je me rappelle une fois avec mon ex, j'ai dit, on parlait d'argent, tout ça, puis je prends un billet de 10 000 et je prends un morceau de presse et puis je déchire. J'ai dit, dis-moi la différence entre les deux. Elle me dit, mais ça c'est de l'argent. J'ai dit, ben, c'est du papier imprimé les deux. Sauf que oui, tous ensemble, on estime que parce qu'on a écrit 1 et puis 4 zéros dessus, ça a cette valeur-là et on peut aller la marchander. Et on lui donne trop d'importance, alors qu'en réalité, c'est que du papier. Il faudrait qu'on arrive à des sociétés où l'argent n'est pas roi, mais que l'argent reste un moyen. Mais le capitalisme qui est imposé partout nous fait penser que plus tu as de l'argent, et d'ailleurs tu mets de l'argent à la banque, donc tu ne sais même pas ce qu'on en fait, tu as juste des chiffres qu'on t'envoie sur ton relevé, et eux ils l'utilisent, ils font ce qu'ils veulent avec. Tu ne peux même pas aller retirer ton argent. Il paraît même que maintenant, avec la BCAO, quand tu vas retirer de l'argent de ton compte, demande qu'est-ce que tu veux faire avec. C'est à ce point-là. C'est-à-dire qu'on est devenu complètement aliéné à cet outil d'échange entre des personnes humaines. Il faudrait qu'on arrive à se regarder dans les yeux et dire, mon frère, tu as besoin de quoi? Moi, j'ai besoin de ça. Échangeons. Et puis, on avance. Tu n'aspires pas à être riche, alors? Oui, parce que c'est un moyen pour aider les gens. C'est un moyen pour payer mes factures, certainement, mais pour aider les gens. Et puis, pourquoi pas ne pas aller fumer un cigare au Manjaro de temps en temps? Ah, donc tu penses à la belle vie, alors? Là, la belle vie, c'est un concept. La belle vie, ça peut être juste de s'asseoir dans un gazon et puis de jouer aux cartes, de manger les arachides. Hein. Moi, quand je vois les arachides dans la rue, j'achète ça, même si je risque l'indigestion. La belle vie, c'est juste un concept. C'est pas forcément faire ce que les riches font. C'est faire ce qu'on a envie de faire, de s'amuser et puis de s'entraider, être avec des gens qu'on aime. Et puis voilà, ne pas avoir le souci. C'est quoi ta stratégie pour devenir riche, alors? Travailler. Tu travailles déjà? Oui, mais... Et tout le monde travaille. Mais tout le monde n'est pas riche. Travailler, même si on peut dire ça, c'est une travailler, trépalium, donc c'est une, c'est une souffrance, mais travailler les opportunités, pour moi. Parce que oui, on a des compétences, mais on devient riche lorsque la compétence rencontre l'opportunité et que les deux arrivent à conjuguer, à créer quelque chose. Donc oui, trouver l'opportunité qui fait que, bon, on sera à l'abri du besoin et que on va être sollicité pour nos compétences. Et donc, ça va ramener de l'argent. On ne veut pas faire du bénévolat toute notre vie non plus. Donc, le travail, la compétence, l'opportunité, et voilà. Tout ça ensemble pour t'en sortir? Oui. Quel héritage tu veux laisser à tes enfants? À mes enfants, si j'arrive à leur communiquer un peu de ma résilience, je pense que je leur aurais donné tout ce dont ils ont besoin. À elles, ils ont besoin. Je ne suis pas fini, je peux faire des garçons encore. Mais si j'arrive à leur communiquer un peu de ma résilience, je pense que je les aurais aidés. Parce que ça m'a sauvé la vie de toujours penser que oui, ça ne va pas. Aujourd'hui, je suis vraiment down. Mais ça peut changer demain. Et puis voilà, je me relève, je me ramasse, comme je le dis. Et puis j'ai dit, bon, Love Joyce, vas-y, tu peux, tu es capable. Si j'arrive à leur communiquer ça, je pense qu'elles auraient tout pour tenir. Parce que si je leur laisse des millions de dollars et qu'elles ne savent pas ce qu'est la vie en réalité et qu'elles rêvent, elles vont se faire arnaquer par les beaux gosses de leur vie et puis elles vont devenir pauvres et vont souffrir. Par contre, si elles ont de la résilience, si elles se font arnaquer par des beaux gosses, là, elles vont se relever, elles vont travailler. Merci beaucoup, Love Joyce. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir et de parler d'immigration notamment, qui est un sujet qui te passionne. On te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès pour la suite et on espère te revoir prochainement au Togo. Absolument. On parlera de wokisme à ce moment-là. Tout à fait, un peu plus. Merci beaucoup les amis, on arrive au terme de notre émission avec Love Joyce. J'espère que vous avez pris un plaisir, tout comme moi, à l'écouter, parler d'immigration et que ça vous a donné à réfléchir parce que c'est un sujet qui est vaste, mais c'est aussi un sujet que nous ne maîtrisons pas assez parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Les gens qui essayent d'immigrer le font souvent en cachette. Et qui dit que ça se fait en cachette, dit que ça se fait en méconnaissance de beaucoup de réalités et parfois au péril de choses qu'il ne fallait pas risquer.
Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, pour une autre émission de notre podcast avec un autre invité.